Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Bonjour mes petits apprentis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre objet de travail conclusif sur les frontières de l'Europe. La dernière fois, nous avons évoqué la crise à la frontière gréco-turque. Mais Madame Robert, qu'est-ce que vous faites là? J'ai toujours rêvé d'être prof d'HGGSP. Ah oui, mais c'est pas un cours d'allemand là, vous devez me laisser votre place. Ou alors, je vous propose un truc, vous restez là, mais je m'installe aussi. C'est bon. Ah, geste barrière. Bon, j'installe un autre fauteuil. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Alors, comme le disait ma collègue, les zones frontalières peuvent séparer, protéger, mais aussi favoriser les échanges. C'est ce qu'elle a commencé à vous rappeler en introduction de ce cours. Et ces zones frontalières peuvent favoriser des échanges et pas simplement séparer des espaces. Par exemple, les échanges, ça va être des échanges humains avec des travailleurs qu'on appelle des navetteurs. Pendler en allemand. D'accord. Et ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur la vidéo qui s'affiche, vous voyez qu'il y a des navetteurs en France et qu'on en voit pas mal dans le nord-est. Et vous pouvez voir d'ailleurs le nombre qu'il y a à l'échelle nationale. On en compte 46 000 en France, des Français qui travaillent en Allemagne, contre 4 000 Allemands qui travaillent en France. Je pense que notre pays est un peu moins attractif. Aujourd'hui, nous allons faire une étude localisée sur l'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment se présente cette frontière intra-européenne. La frontière en question a été créée en 1945, dans son tracé actuel. Elle fait 451 km de long. Les régions concernées sont la région Grand Est, autrefois l'Alsace, avec le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, la Moselle. Du côté allemand, les Länder de Saar, Saarland, Rhénanie-Palatinat, Rheinland-Pfalz et le Bade-Württemberg, Baden-Württemberg. Dans cette vidéo, nous allons donc vous parler de l'Eurodistrict, les institutions et vous donner des exemples de vie quotidienne. Alors tout d'abord pour ce qui est de la présentation de l'Eurodistrict lui-même. Je vais vous parler de la superficie, de sa population, des grandes villes qui composent l'Eurodistrict et de son économie et de son histoire récente. Alors d'abord, cet Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau, c'est un groupement européen de coopération territoriale, ça c'est un terme officiel, et il a été voulu par le président Jacques Chirac, qui était un président français, et Gerhard Schröder, qui était chancelier allemand en 2003. Et oui, il y a eu quelqu'un avant Angela. Ce groupement de coopération territoriale, donc il a été voulu en 2003, il a commencé à se mettre en marche, et puis il existe officiellement depuis 2010. Il regroupe aujourd'hui 112 communes sur 2500 km², et il regroupe aussi plus d'1 million d'habitants de part et d'autre de la frontière, donc puisqu'il est transfrontalier. Le cœur de cet Eurodistrict sont les villes de Strasbourg en France et Kehl en Allemagne. Elles ont une superficie comparable, les deux villes, 78 km² pour Strasbourg et 75 pour Kehl, mais par contre il y a une grosse différence de population puisque Strasbourg et sa population urbaine c'est 795 000 habitants alors que Kehl c'est 36 000 habitants. Alors voilà pour ce qui était de l'histoire récente. Maintenant on va parler des institutions de l'Eurodistrict aujourd'hui en essayant d'être le moins pénible possible. Alors vous voyez sur ce document qui est issu de votre manuel qu'il y a, d'après une mission ministérielle, plusieurs objectifs à cet Eurodistrict que Madame Robert va vous lire de manière magistrale. J'espère. Développer l'apprentissage de la langue et de la culture du voisin par le jumelage des écoles. Créer un schéma de développement transfrontalier co-signé par les Länder, donc c'est le nom qu'on donne aux régions allemandes, la région française Grand Est et les deux États pour identifier des projets transfrontaliers prioritaires concernant les infrastructures de transport, zones d'activité, etc. Troisième point, favoriser des projets d'innovation transfrontalière pour l'économie de demain.
Quatrième point, créer une commission franco-allemande de stratégie transfrontalière avec un préfet transfrontalier chargé de suivre les projets transfrontaliers. 5. Faciliter la convergence des systèmes juridiques français et allemands. Enfin, reconnaître le rôle symbolique de Strasbourg dans le développement d'une citoyenneté commune. Voilà pour ça. Je mets au défi les élèves non seulement de prendre l'accent de Madame Robert pour le dernier point, et puis de dire 10 fois de suite le point numéro 4 sans fourcher. On lit sur le site espacetransfrontalier.org, je cite, « Parmi les projets phares figure le projet de l'écocité Strasbourg Métropole des deux rives, qui vise à établir les fondements d'une métropole transfrontalière, durable, attractive et solidaire, à travers notamment le développement des transports publics transfrontaliers et l'extension du tram D, que vous pouvez prendre devant la gare de Strasbourg, strasbourgeois, à la gare de Kehl, opérationnel depuis le 29 janvier 2017. Merci donc pour cette lecture magistrale. À l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on peut dire à partir par exemple de cet article qui vous a été lu? Eh bien, ces projets transfrontaliers sont soutenus par la MOT, la Mission opérationnelle transfrontalière, qui est une association qui a été créée par le gouvernement français en 1997. Donc elle est à l'échelle nationale, pas simplement pour Strasbourg-Ortenau, mais pour tous les espaces transfrontaliers qui concernent la France. Et elle regroupe des hommes politiques de différentes tendances pour soutenir les projets de coopération transfrontalière. Son président actuel est Robert Herrmann, qui est aussi président de l'Eurométropole de Strasbourg. Ça nous indique un petit peu que Strasbourg a un poids suffisamment important dans le développement de la politique transfrontalière pour que le président de son Eurométropole soit aussi à la tête de la MOT. C'est pas clair? Ah bah, qui ne dit MOT consent. Bon. Juste une parenthèse sur une question de vocabulaire, même si c'est ce qu'il y a de moins agréable dans ce cours. L'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau est un GECT, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un groupement européen de coopération territoriale. C'est une forme juridique reconnue d'un espace de coopération transfrontalière, donc c'est vraiment fait à l'échelle de l'Europe, reconnu par l'Europe. À la place, on utilise souvent le terme de eurorégion, même si eurorégion n'est pas un terme formel des textes officiels de l'Europe, mais généralement on va quand même plus parler d'eurorégion. Et là, vous voyez, on parle ici d'eurodistrict. Ce n'est pas un terme officiel des institutions européennes, mais c'est le nom propre qu'a choisi de prendre cette eurorégion. On va parler de l'Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau. Nous allons maintenant vous présenter les projets institutionnels de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Dans les années 1990, les deux villes ont tenu des conseils municipaux communs, mais cette formule était juridiquement trop lourde. Aujourd'hui, on a un seul conseil qui réunit 50 élus issus des collectivités membres, 25 Français et 25 Allemands, ainsi que des observateurs représentant les États allemands et français. Le conseil est présidé alternativement par un Français et un Allemand, élus pour 2 ans. Et actuellement, il s'agit du maire PS de Strasbourg, Roland Ries, qui a auparavant été président de la mission opérationnelle transfrontalière MOT. Bravo. Le Conseil se donne avant tout des missions de préservation de l'environnement, de l'hygiène publique, qualité de l'air, traitement des déchets, de développement des transports en commun et du tourisme. Il veut que l'Eurodistrict devienne, je cite, un laboratoire de l'Europe unie. Nous avons donc déjà vu les 2 premières parties de cette vidéo, c'est passé très vite, sur l'historique de cet Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau et puis son fonctionnement institutionnel global. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante sur l'espace frontalier au quotidien. Alors par exemple, au quotidien, ça va concerner l'emploi. Il y a de nombreux travailleurs frontaliers, comme je le disais en introduction, surtout des Français en Allemagne. Pourquoi ce déséquilibre? Eh bien parce qu'il y a 9,8% de chômage dans la région Grand Est, alors qu'il y en a 3,4% dans le Bade-Württemberg. Donc il y a un appel d'offres, si vous voulez, en termes d'emploi du côté allemand, et il y a trop de chômage en France. Donc forcément, il y a plus de travailleurs français qui vont en Allemagne que l'inverse. Depuis 2013, pour permettre aux travailleurs, qu'ils soient allemands ou français, de trouver du travail de part et d'autre de la frontière,
on a mis en place un genre de service d'aide à l'emploi franco-allemand dans l'Eurodistrict, ce qu'on appelle couramment une espèce de pôle emploi transfrontalier. De manière plus matérielle, la frontière est aussi traversée par les travailleurs évidemment et puis par tout autre passant. Eh bien, il faut bien qu'ils traversent le Rhin qui sépare l'Allemagne de la France. Donc il y a 3 ponts. Un pont routier, un pont qui est aussi ferroviaire et puis un pont piétonnier qui relie les 2 parties de la frontière. Le pont de l'Europe, le pont à double voie de Kehl et aussi la passerelle des 2 rives, ou qu'on appelle aussi passerelle Minram. Elle a été construite en 2004, donc ce sont des ponts qui sont assez récents pour certains. Et il est intéressant de noter que ces ponts constituent l'un des rares points de passage de la France à l'Allemagne et de l'Allemagne à la France dans cette région. Ils sont les seuls sur une distance de 30 km de part et d'autre de Strasbourg. Dans le cadre de l'extension du tramway de Strasbourg, dont Madame Robert va pouvoir vous parler davantage, donc le tramway de Strasbourg qui part donc d'une ville française pour aller vers Kehl, un nouveau pont sur le Rhin a été construit en 2015 qui a été baptisé le Beatus Rhenanus. 4 ponts, ça fait 4 ponts. D'accord, très bien. Beatus Rhenanus, le bienheureux Rhin, en fait c'était le nom d'un écrivain et éditeur et humaniste et philosophe de la Renaissance, qui est né à Sélestat et qui est mort à Strasbourg en 1547. Comme Monsieur Ringer l'a dit, je vais maintenant vous parler du quotidien dans cet espace transfrontalier. Je ne suis pas alsacienne, mais j'ai habité, étudié à Strasbourg, enseigné aussi en Alsace. Et je vais vous expliquer des formes concrètes que prend cette coopération transfrontalière. Par exemple, on parlait du tramway, c'est très agréable quand on est professeur d'allemand, quand on aime l'Allemagne, d'aller pour un après-midi à Kehl, d'aller manger une glace à Kehl, d'acheter des produits allemands au moment de Noël par exemple. On prend le tramway devant la gare et puis de Strasbourg, on traverse le Rhin avec ce tramway, on arrive à Kehl. Voilà, donc c'est en même temps un autre pays, en même temps une autre culture, on sent cette différence, mais il y a quand même une proximité, une facilité pour passer d'un pays à l'autre. On parlait tout à l'heure des gens qui traversent la frontière régulièrement pour travailler. Il y a énormément de gens qui passent d'un côté, qui traversent la frontière juste pour acheter des choses qu'ils ne trouvent pas dans leur propre pays ou qui sont plus abordables dans l'autre pays. Par exemple, c'est connu en Alsace que l'essence est moins chère en Allemagne et il y a beaucoup de gens qui vont traverser le Rhin juste pour faire le plein de leur véhicule, par exemple. Ou alors, les jours fériés ne sont pas forcément les mêmes et il est fréquent qu'on aille dans l'autre pays si c'est férié dans son propre pays. J'espère que je suis claire. Qui nous dit mot consent, j'espère que je suis claire. J'ai enseigné aussi l'allemand en Alsace et dans mon établissement, dans mon collège, on organisait des échanges ponctuels d'une journée, mais j'emmenais mes élèves dans un autre établissement et on revenait le soir. Il y a aussi un partenariat. Alors certes, il y a une coopération au niveau scolaire entre la France et l'Allemagne de manière générale, mais aussi au niveau local. Les élèves des lycées professionnels alsaciens, par exemple, ont des facilités pour faire des stages dans des entreprises du Bade-Wurtemberg. Enfin, certains de mes élèves savent que je commence un doctorat et je suis inscrite à l'université de Strasbourg et je peux moi aussi bénéficier de ces différents dispositifs transfrontaliers. Il existe une sorte de campus européen qu'on appelle EUCOR entre les universités de Strasbourg, Mulhouse, Fribourg en Allemagne, Karlsruhe et puis Bâle en Suisse, et qui permet aux étudiants d'avoir accès aux formations dispensées par ces différentes universités, à aller dans les bibliothèques de ces autres universités, à bénéficier de choses très concrètes comme tarifs étudiants dans les restaurants universitaires, échange d'enseignants-chercheurs, de doctorants, d'étudiants sont facilités entre ces différentes universités du réseau EUCOR, donc ce campus européen. Voilà pour quelques applications concrètes du dispositif des
dispositifs qui existent au niveau transfrontalier, que ce soit du point de vue de l'éducation, à l'université, au lycée, au collège, dans le quotidien. Et ce n'est pas non plus un hasard si ces régions sont mises en relation les unes avec les autres au niveau transfrontalier. Il y a aussi énormément de points communs culturels, par exemple au niveau de la langue. En Alsace et en Moselle, on parle un dialecte alémanique ce n'est pas de l'allemand, mais ça ressemble à l'allemand. Du côté allemand, on parle ce même dialecte, donc au niveau de la langue, ça favorise bien sûr une certaine proximité. Ça aide aussi à comprendre l'allemand et à parler l'allemand que de maîtriser ce dialecte-là. Cette culture commune concerne la langue, certaines traditions, certaines fêtes, la gastronomie aussi. Alors ça fera peut-être un petit peu cliché, mais on pense par exemple au Kouglof, à la Flammkuche, au Spätzle, à la choucroute. Lâchez-moi cette choucroute! Voilà, comme vous l'a dit ma collègue, il y a vraiment des liens concrets de part et d'autre de la frontière. Et d'ailleurs, je vais... Merci. D'ailleurs, je vais vous lire maintenant quelque chose qui reprend le concret de la vie transfrontalière de part et d'autre de cette frontière, donc entre Strasbourg et Kehl. Je vous lis un article qui est extrait de votre manuel. Un trottoir en France, un trottoir en Allemagne. À Kocherel, la frontière n'est qu'une question de rue. Une longue ligne droite, bordée côté allemand de bureaux de tabac et de vendeurs de saucisses au curry, on dit currywurst en allemand. L'une des grandes spécialités charcutières outre-Rhin. Dans le village suivant, Rosbrück, encore un bureau de tabac. Ici, le paquet d'une marque américaine coûte 20% moins cher qu'en France. Pour les frontaliers, l'Allemagne est un supermarché, et pas que pour les cigarettes. Dans ce coin de Moselle, les échanges entre les populations ne se limitent pas au commerce. À Morsbach, entre Rosbrück et Forbach, le maire ne compte plus les exemples. Les pompiers de ma commune et ceux d'Emersweiler, nos voisins allemands, se voient souvent et organisent des manœuvres ensemble. Les anciens combattants également travaillent en commun sur le devoir de mémoire. Les équipes de foot se prêtent les terrains lorsqu'il y a des travaux. Le maire a présidé pendant 2 ans l'Eurodistrict Sarre-Moselle, qui regroupe les intercommunalités de Sarrebruck et de 7 villes de Moselle-Est. Cette structure, créée en 2010, a soutenu la création du tram-train Sarreguemines-Sarrebruck, l'aménagement des berges de la Sarre, la création d'une route du feu, un circuit d'une dizaine de musées consacrés au passé industriel du bassin. Donc vous voyez que, très concrètement, dans la vie quotidienne des habitants, même quand ils ne s'en rendent pas compte, ils vivent de cette frontière qu'ils dépassent. Merci Monsieur Ringer pour cet article très intéressant sur le quotidien. Les germanistes, prenez votre livre maintenant. Mitreden, à la page 142. Nehmt das Buch jetzt, Seite 142. Vous lirez pour une date que je vous préciserai sur Pronote, le texte à la page 142 sur le quotidien en Sarre, où on vous explique très bien comment en Sarre, en allemand Saarland, ce tout petit land, on ressent la proximité de la France dans beaucoup de domaines, et vous verrez qu'il y a des choses qui se recoupent avec ce qui a été dit précédemment par Monsieur Ringer. Vous voyez qu'on s'est bien coordonné. Vous lirez ce texte et vous répondrez aux questions 1, 2 et 3. Passe-Vince. Nous arrivons donc à la conclusion de cette partie sur la frontière franco-allemande de cet objet de travail conclusif. La question qu'on s'est posée en début de vidéo, c'était comment se présente cette frontière intra-européenne de la France et de l'Allemagne. Déjà, ce qu'on peut dire sur cette frontière, c'est qu'elle n'est pas fermée. Elle ne sépare pas non plus de régimes politiques opposés et elle n'est pas une protection d'un État contre un autre. Contrairement à d'autres exemples qu'on a vus plus tôt, entre les deux Corées par exemple, ou le limes rhénan, entre la Gaule et entre les Germains. Ça c'est une autre époque. Oui, il n'y a pas si longtemps, mais c'est quand même une autre époque, 2000 ans.
Je sais pas si ça sera très drôle que les élèves voient ça, mais ça je vais peut-être pas le couper, ça les fera rire s'ils sont arrivés jusqu'à cette partie-là. Mais en tout cas, la frontière est ici non pas une coupure, mais une interface. Une interface en géographie, c'est une zone de contact et de relation entre deux territoires distincts. On ne perçoit pas matériellement cette frontière quand on passe de Strasbourg à Kiel. On change quand même de pays, évidemment. Mais la coopération est si importante que la séparation politique et administrative y semble moins forte, voire pas présente du tout si on n'y fait pas attention. L'Union européenne remet partiellement en cause les divisions politiques actuelles de l'Europe entre États-nations. Ceci constitue ainsi une forme spécifique de dépassement des frontières par la coopération qui rappelle par exemple le droit de la mer. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de frontières dans la mer, mais qu'il y avait des limites d'influence des États côtiers. Voilà donc pour ce qui était de cet objet de travail conclusif, et on peut même carrément conclure ce thème sur les frontières. C'est émouvant depuis le temps qu'on y est, vous vous rendez compte, depuis le mois de février. Ça remonte presque au limès rhénan. Et la question qu'on s'était posée, c'était en gros à quoi servent les frontières. Eh bien, les frontières, vous avez vu, au fil de mes cours magistralement offerts à vous, on a vu que la frontière, elle avait, selon le contexte géographique et historique, la fonction de séparer deux régimes politiques qui s'opposaient, de protéger un territoire par rapport à un autre territoire, et qu'elle était aussi l'objet donc de débats, voire de conflits. On l'avait vu avec la frontière germano-polonaise, au niveau de la frontière de deux cours d'eau qu'on appelle Oder et Neiße. Bravo. Et ici, avec l'Union européenne, on a vu que la frontière pouvait quand même être dépassée et pouvait même être l'objet d'une coopération internationale. Donc les frontières, elles servent à se protéger. Par exemple, l'exemple vraiment récent, concret, même actuel, c'est la fermeture des frontières internes de l'Europe pour éviter la propagation du coronavirus entre les pays européens et à l'extérieur de l'Europe. Vous savez que c'est l'Europe le foyer, et donc il faut veiller à se protéger par des frontières. Les frontières jouent en quelque sorte entre les pays le rôle d'un masque entre les individus. Voilà à quoi servent les frontières. Les frontières sont indispensables. Et est-ce que les frontières sont amenées à disparaître, contrairement à ce qu'on a pu croire à une époque où on croyait que les frontières n'étaient plus utiles? En fait, on se rend compte aujourd'hui que les frontières sont importantes pour protéger les populations et aussi contrôler les territoires. Voilà pour ce cours que nous avons fait de façon transdisciplinaire. Je remercie Madame Robert d'avoir emprunté mon fauteuil sans me le demander, et soyez assurés qu'elle ne reviendra pas dans les prochaines vidéos. À bientôt. Unheil angerichtet. Développer l'apprentissage de la langue et de la culture du voisin par le jumelage des écoles. Voilà. Certains d'entre vous apprennent l'allemand, c'est déjà très bien. Ça c'est nul, Qu'est-ce que vous lisez bien? À l'échelle nationale, ces projets transfrontaliers sont soutenus. Ça t'enlève, hein? Je vais reprendre.
meilleur, mais attention. Alors. Déjà, il faut rigoler parce que tellement, même quand on est calme, on a tellement de... Ça va être communicatif, je pense. Alors, nous avons déjà fait les 2 premières parties de cette leçon sur... Comme Ça, je le mettrai à la fin de la vidéo dans le bêtisier. Comme le temps passe vite. Alors nous arrivons déjà à la 3e partie de cette vidéo. Nous avons abordé un peu l'historique de cet Eurodistrict et puis son fonctionnement. Faut penser à un truc pas drôle. Tu vois pas quoi? Ah non, c'est pas Flipper, c'est Willy. L'orque qui meurt. Ouais, sauver Willy, ouais. Pensez à la forêt amazonienne. Merci. D'ailleurs, je vais vous lire maintenant quelque chose qui reprend le concret de la vie transfrontalière de part et d'autre de cette frontière, donc entre Strasbourg et Kehl. Je vous lis un article qui est extrait de votre manuel. Je vous lis un article qui est issu de votre manuel Moselle, Allemagne, quand la frontière s'efface. Ça va rejoindre ce que Madame Robert a dit. Un trottoir en France, un trottoir en Allemagne, à Koschrön. À Koschrön. Je sais pas, j'ai jamais entendu. Oui, j'ai vu, mais j'ai jamais entendu. Un trottoir. Bon. J'ai encore de la choucroute. Faut finir, hein, faut pas s'étouffer non plus. Voilà, c'est bon. Un trottoir en France, un trottoir en Allemagne, à Koschrön, la frontière n'est qu'une question de rue. Une longue ligne droite, bordée côté allemand de bureaux de tabac et de vendeurs de saucisses. C'est tellement cliché. Un trottoir en France, un trottoir en Allemagne, à Koschrön, la frontière n'est qu'une question de rue. La longue... Attends, on fait une mini-pause. Si tu veux, oui, oui. Les germanistes, prenez votre manuel s'il vous plaît. Nehmt das Buch jetzt, Seite 142. Vous avez bien fait de faire allemand. Hein. Il y a le même article sur la vie en Saar, das Saarland, ein besonderes Bundesland im Herzen Europa, où vous das Saarland, ein besonderes Bundesland im Herzen Non, je refais. La choucroute! Allez! Allez!